Comment les dinosaures, ptérosaures et crocodiles ont évolué pour devenir énormes, c'est ce qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors si tu veux le savoir, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. L'histoire captivante des archosaures commence au Permien supérieur, dans une époque où d'étranges créatures évoluaient sur la Terre, dans des environnements bien différents d'aujourd'hui. Avec Proterosaurus, qui n'est pas un archosaure, mais un archosauromorphe, le groupe étendu dont font partie les archosaures et leurs groupes cousins qui n'ont malheureusement pas survécu. Proterosaurus est un archosaure primitif qui vivait dans ce qui est aujourd'hui l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Pendant le Trias supérieur, il y a environ 255 millions d'années. Cet animal mesurait 2 mètres de long, il vivait dans un environnement semi-aride et avait un régime alimentaire herbivore. Contrairement aux autres reptiles, Proterosaurus possédait un caractère qui allait être retrouvé chez la plupart de ses descendants. La fenêtre antéorbitale, une ouverture du crâne située entre celle des narines et l'orbite des yeux. Ses cousins ou descendants, on ne sait pas trop, donneront naissance aux archosauriformes et à 6 autres groupes dont je vais pas parler, sinon ça me prendrait 3 ans. Donc les premiers archosauriformes apparurent il y a 252 millions d'années pendant le Permien supérieur. Les premiers archosauriformes faisaient partie du groupe des protérosuchiens, un groupe d'animaux ressemblant un peu à des crocodiles, avec une sorte de museau crochu, et pratiquant un régime alimentaire carnivore. Le premier protérosuchien était Archosaurus, qui, contrairement à son nom, n'était pas un archosaure. Il avait vécu dans le Permien moyen il y a 252 millions d'années dans ce qu'est aujourd'hui la Russie et la Pologne. Ce reptile mesurait 3 mètres de long et avait un nez, disons, charmant. Ses cousins ou descendants survivront à l'extinction Permien-Trias pour donner naissance à Proterosuchus pendant le Trias. Un genre de protérosuchien qui avait vécu pendant le Trias inférieur il y a 250 millions d'années. Cet animal mesurait entre 3,5 et 4 mètres de long. Une des particularités de Proterosuchus est le fait qu'il avait une tête et un cou particulièrement longs comparé à la longueur de son corps. On ne sait pas vraiment quel mode de vie Proterosuchus avait, s'il était terrestre ou semi-aquatique. Quelques millions d'années plus tard, les premiers archosaures apparurent il y a 248 millions d'années et se scindèrent rapidement en 2 groupes. Les avémétatarsaliens, les dinosaures, ptérosaures, etc. et les pseudosuchiens, les crocodiles et leurs cousins éteints. Alors de base, je devais faire 3 parties dans cette vidéo. La première sur les pseudosuchiens, la deuxième sur les ptérosaures et la troisième sur les dinosaures. Mais je me suis rendu compte à l'écriture qu'en fait ça faisait beaucoup trop pour une seule vidéo. Et donc, la partie sur les dinosaures, je vais la faire dans une autre vidéo. Voilà. C'était pour prévenir. Les pseudosuchiens apparurent il y a 248 millions d'années, au début du Trias. Les premiers pseudosuchiens connus sont les phytosaures. Les phytosaures sont malgré leur apparence des parents éloignés des crocodiles, par leur grande différence, notamment le placement des narines sur le crâne et la disposition de leurs pattes. On a trouvé des fossiles en Europe, en Amérique du Nord, en Inde, au Maroc. La plupart des phytosaures étaient semi-aquatiques ou pleinement aquatiques, comme les crocodiles, caïmans, alligators, etc. d'aujourd'hui. Même si certains, comme Nicrosaurus, avaient un mode de vie plutôt terrestre. Le premier phytosaure connu est Giandogonsuchus, un petit pseudosuchien qui mesure entre 97 cm de long et 1,50 m, qui vivait dans un milieu aquatique ou même marin, car des arêtes de poissons ont été retrouvées dans son estomac. Donc, il avait sûrement un mode de vie similaire aux crocodiles marins de nos jours. Les phytosuchiens donneront ensuite naissance à Rutiodon, il y a 237 millions d'années, un phytosuchien qui ressemblait beaucoup à un gavial moderne. Malgré que ses narines soient situées proches de ses yeux, contrairement à celles du gavial qui sont situées sur le bout de son museau. Cet animal mesurait entre 3 et 8 mètres de long et avait probablement un mode de vie similaire aux crocodiliens de nos jours. Les phytosaures ont ensuite prospéré jusqu'à la fin du Trias, mais se sont malheureusement éteints pendant l'extinction Trias-Jurassique il y a 200 millions d'années. Au début du Jurassique, seuls 2 groupes de pseudosuchiens subsistèrent, les sphénosuchiens et les crocodiliformes. Les sphénosuchiens sont un groupe de pseudosuchiens terrestres, et les crocodiliformes sont les crocodiliens d'aujourd'hui et leurs cousins disparus. Les sphénosuchiens avaient un corps gracile et une posture des membres dressés. Le premier sphénosuchien connu était Hesperosuchus, qui mesurait entre 1,20 m et 1,50 m de long. Hesperosuchus pouvait alterner entre la position bipède et quadrupède. La bipédie aurait pu lui être utile pour chercher de la nourriture par exemple. Hesperosuchus était un animal carnivore. Son anatomie indique qu'il était disposé à courir extrêmement vite, ce qui devait l'aider beaucoup quand il devait chasser. Il vivait dans des environnements proches de l'eau,
même s'il était purement terrestre dans son mode de vie. Ensuite, au Jurassique moyen, apparaîtra Jungara-sucus, un sphénosuchien qui a vécu entre le Jurassique moyen et le Jurassique supérieur entre moins 163,5 millions d'années et 162 millions d'années. Cet animal faisait la taille d'un chat domestique d'aujourd'hui, et avait un régime alimentaire carnivore, se nourrissant de petits animaux dans des zones marécageuses. Ensuite, 10 millions d'années plus tard, il y a 152 millions d'années, les sphénosuchiens s'étendront sans laisser de traces. Les crocodiliformes, eux, apparurent il y a 225 millions d'années au Trias supérieur, ils donneront naissance aux crocodiles, caïmans, alligators, gavials, etc. À leur apparition, les crocodiliformes se séparèrent alors en deux groupes, les protosuchiens et les métasuchiens. Les protosuchiens sont un groupe de crocodiliformes terrestres, de petite taille d'environ 1 mètre de long ou moins. L'espèce phare de ce groupe, Protosuchus, ressemblait déjà beaucoup plus aux crocodiles que ses confrères les sphénosuchiens. Il mesurait 1 mètre de long pour 40 kg et avait vécu au début du Jurassique. Il avait un mode de vie carnivore et vivait dans ce qu'est aujourd'hui l'Amérique du Nord et le Lesotho. On pense qu'il était aussi agile sur Terre que dans la mer. Au cours des millions d'années, de plus en plus de protérosuchiens apparurent, comme Orthosuchus, Dianosuchus, etc. Mais ils s'éteindront au Crétacé inférieur. L'autre groupe, les métasuchiens, sont apparus au Jurassique inférieur il y a 196,5 millions d'années. Ce groupe est divisé en deux groupes majeurs, même si beaucoup d'espèces de ce groupe demeurent inclassées. Le premier groupe majeur de métasuchiens est le groupe des Iphosuchiens. Dans ce groupe, il y a plusieurs familles, dont celle des Mahajangasuchidae, un nom bien imprononçable comme on les aime. C'est une famille qui compte deux genres de métasuchiens, dont un que je déteste du plus profond de mon cœur. Le premier genre, Mahajangasuchus, est un genre de crocodiliforme qui vivait dans ce qui est aujourd'hui l'île de Madagascar. Il avait vécu dans le Crétacé supérieur il y a 70 millions d'années. Il mesurait à peu près 4 mètres de long. La partie avant de sa mâchoire était plutôt large et ronde. Au contraire des autres crocodiliformes qu'on a vus jusque-là, il n'était pas terrestre, mais semi-aquatique, à la manière des crocodiles d'aujourd'hui. Son cousin détestable, le Caprosuchus, était particulier. En effet, c'était un métasuchien d'environ 6 mètres de long, qui vivait pendant le Crétacé il y a 95 millions d'années dans ce qui est aujourd'hui le Niger. Ce crocodiliforme avait une anatomie dentaire assez spéciale. En effet, il possédait des dents qui ressemblaient à des canines inhabituellement grandes, qui devaient sortir de sa bouche quand elle était fermée, un peu à la manière des défenses. Ce qui est étonnant, car ce genre de particularités n'ont jamais été observées chez un pseudosuchien. Il était semi-aquatique et contrairement aux phytosuchiens, il avait une narine au même endroit que celle des crocodiles modernes. Et vous savez pourquoi je le déteste ? Parce que ce satané Caprosuchus, dans Ark, est un des animaux les plus chiants et détestables de l'histoire. Car il est extrêmement furtif, rapide, et vous enlève de votre monture en un éclair. Et oui, j'ai la haine envers lui. Mais reprenons avec la deuxième famille de Iphosuchiens qui est un peu moins connue que les autres. Le groupe des Peirosauridés, un groupe de crocodiliformes terrestres qui avaient vécu pendant le Crétacé avec un physique semblable à des chiens. Les Peirosauridés sont divisés en deux sous-familles, les Pépésuchinés, oui ce nom est extrêmement drôle, et les Peirosaurinés. Je vais vous présenter que les espèces phares de ces deux sous-familles, car flemme de couvrir 10 espèces, car cette vidéo de toute façon va être longue. Commençons avec l'espèce du Pépésuchus. Je sais pas ce que les paléontologues pensaient quand ils ont nommé le fossile. C'était un crocodiliforme semi-aquatique qui vivait dans ce qui est aujourd'hui le Brésil. Il a vécu il y a 88,9 millions d'années et 66 millions d'années, dans le Crétacé et mesure à peu près 3 mètres de long. La deuxième espèce phare des Peirosauridés est Peirosaurus. Un crocodiliforme apparu il y a 68 millions d'années dans le Crétacé. C'était un crocodiliforme terrestre, mais malheureusement, à part ses dents et des parties de son crâne et de son squelette, on n'a pas retrouvé grand-chose. Le deuxième groupe phare de métasuchiens est celui qui comporte les crocodiles et caïmans gaviales d'aujourd'hui. Et aussi le plus grand crocodiliforme n'ayant jamais existé. Bref, ce groupe s'appelle les néosuchiens. Alors, les néosuchiens c'est un bordel en termes de groupes, mais ils sont principalement divisés en 4 groupes principaux. Le plus basal, donc primitif, est le groupe des tétisuchiens. Les tétisuchiens sont un groupe de néosuchiens apparus au Jurassique moyen. Il s'est divisé en 3 groupes, les élidosauriens, les folidosauridés et les dirosauridés. Je ne vais couvrir que les élidosauriens, car sinon la vidéo prendrait 3 heures. Les élosuchiens sont une famille très particulière. En effet, cette famille qui vivait pendant le Crétacé comportait dans ses rangs le plus grand crocodiliforme n'ayant jamais existé, et d'ailleurs aussi mon préféré. Le Sarcosuchus. En effet, ce crocodiliforme impressionnant mesurait entre 9 et 10 mètres de long, ce qui est absolument gigantesque, et pesait entre 3,5 et 4,5 tonnes.
Il avait vécu au Crétacé il y a entre 133 millions d'années et 112 millions d'années. La forme de son museau était étrange, étant renflé sur l'extrémité. Sarcosuchus était un animal semi-aquatique d'eau douce qui vivait dans l'Afrique du Nord et en Amérique du Sud. Il avait un régime alimentaire généraliste, comme les crocodiles modernes, s'attaquant à des proies aussi bien aquatiques que terrestres. Assez étonnamment, cet animal avait un rythme de croissance vraiment lent, mettant 50 à 60 ans à atteindre l'âge adulte, ce qui est assez énorme pour un crocodiliforme. Le deuxième groupe de néosutiens, les Goniophoididés, oh le nom chiant à prononcer, un groupe de crocodiliformes apparu au Jurassique moyen et qui s'est éteint au Crétacé supérieur il y a 66 millions d'années. Ils sont particuliers par rapport aux crocodiliens modernes, en effet, ils possèdent des rangées d'ostéodermes, les écailles solides sur le dos des crocodiles. Contrairement aux crocodiles, ils n'en ont pas seulement sur leur dos, mais aussi sur leur ventre. Ils ont aussi des pattes antérieures assez grandes par rapport à leur corps. On a trouvé des squelettes des animaux de ce groupe, surtout dans l'hémisphère nord, dans l'ancien bloc continental de la Laurasie, qui représente l'Eurasie plus l'Amérique du Nord. Les deux dernières branches de néosuchiens font partie d'un nouveau groupe, les eusuchiens ou vrais crocodiles. Le clade comprend deux groupes, les Hyalochampsidés, ce nom est beaucoup trop dur à prononcer, et les crocodiliens. Les crocodiliens sont le groupe qui comporte les crocodiles, caïmans, alligators d'aujourd'hui. Cet ordre est apparu il y a 95 millions d'années avec le premier vrai crocodilien, Portugalosuchus. Ensuite, à la fin du Mésozoïque, il y a environ 87 millions d'années, la branche des crocodiliens se divisera ensuite en deux groupes, les alligatoridés et les longirostres. Les longirostres, peu après leur apparition, se sont rapidement divisés en deux groupes, les gavialoïdes et les crocodilioïdes. Les crocodilioïdes sont un groupe apparu il y a 70 millions d'années dans le Crétacé supérieur. Le plus ancien crocodilioïde connu est Prodiplocinodon, un crocodilien qui date d'il y a 70 millions d'années dans le Wyoming aux États-Unis. Ensuite, les crocodilioïdes survivront à l'extinction Crétacé-Paléogène qui a emporté les dinosaures et évolueront pour donner naissance à Asiatosuchus il y a 61 millions d'années au Paléogène dans ce qui est l'Asie et l'Europe aujourd'hui. Il mesurait à peu près 2,5 mètres de long. Asiatosuchus possédait un crâne triangulaire caractéristique des crocodiles modernes. Ensuite, différentes formes de crocodilioïdes vont naître au cours du Paléogène, jusqu'à mener au groupe des vrais crocodiles, les crocodilidés. Les crocodilidés sont apparus il y a 55 millions d'années à la fin du Paléogène. Les crocodilidés sont divisés en deux sous-familles, les ostéolaminés et les crocodilinés, dont l'espèce phare est le crocodile du Nil. Je vais traiter que les espèces phares, sinon ça va prendre 3 heures, donc voilà. Le crocodile du Nil est un grand crocodile qui vit dans les habitats d'eau douce en Afrique, principalement en Afrique subsaharienne, bien qu'on peut rarement le retrouver en eau salée. Le crocodile du Nil adulte mesure entre 3,5 et 5 mètres de long pour un poids qui varie de 225 kg à 750 kg au maximum. Il est apparu il y a environ 11 millions d'années pendant le Néogène, l'espèce étant aussi ancienne car les crocodiles évoluent très lentement. Ce crocodile a un régime alimentaire opportuniste, s'attaquant à tous les animaux qu'il peut trouver, à part les hippopotames où là il se fait défoncer en fait. S'attaquant à des reptiles, oiseaux, poissons, mammifères comme des bovidés, etc., avec leur morsure qui est d'ailleurs parmi les plus fortes du règne animal, avec littéralement 2 tonnes de pression. L'espèce phare des ostéolaminés est elle le crocodile nain, qui est au contraire du crocodile du Nil, la plus petite espèce de crocodile existante avec seulement 1,5 m de long et pesant entre 18 et 40 kg, même si certains mâles peuvent atteindre 80 kg. Il vit dans les marais, mangroves, étangs, petites rivières de l'Afrique de l'Ouest. C'est une espèce principalement nocturne qui vit cachée dans des terriers ou des mares à la journée. Il peut passer au mode de vie terrestre si besoin et il se nourrit principalement de poissons, de crabes, de gastéropodes et de grenouilles, etc. Les femelles construisent leur nid dans des terriers pendant la saison des pluies, de mai à juin, et y pondent entre 10 à 20 œufs, qu'elle recouvrira de matière végétale en décomposition. La chaleur dégagée par la décomposition de la végétation fera incuber les œufs pour une période d'à peu près 100 jours. Une fois nés, les petits mesurent environ 28 cm et sont protégés par la mère pendant quelques années, étant donné la myriade de prédateurs qui pourraient s'en prendre à eux. De l'autre côté du groupe des longirostres, la lignée du gavial remonte il y a environ 70 millions d'années, avec le premier gavialoïde, Thoracosaurus. Ensuite, dans le Paléogène, la lignée du faux gavial et du vrai gavial divergeront, pour former d'un côté la lignée qui mènera au gavial du Gange, et de l'autre celle qui mènera au faux gavial. Le gavial du Gange est un animal dont l'habitat naturel est l'Inde. Il mesure environ 3 à 6 mètres de long et il a un régime alimentaire piscivore, se nourrissant de poissons, crustacés, etc. qu'il chope avec sa longue mâchoire faite spécialement pour ça. Les œufs sont pondus dans le sable, puis laissés à l'abandon par la femelle jusqu'à leur naissance, où la femelle s'occupera brièvement de sa progéniture. Puis, elle atteindra à son tour la maturité en 10 à 15 ans. Le faux gavial, quant à lui, vit en Indonésie et en Malaisie. Il mesure à peu près 5 à 6 mètres de long.
Il a à peu près le même mode de vie que le gavial du Gange. Il est malheureusement en danger car il a longtemps été chassé pour sa peau, n'ayant maintenant que 2500 individus. Bon, maintenant passons de l'autre côté de la branche, des crocodiliens. Je parle bien sûr de la famille des alligatoridés qui sont apparus à la fin du Crétacé avec l'espèce Leidiosuchus, qui avait vécu il y a 78 millions d'années dans les États-Unis. Ensuite, au fil de l'évolution, les alligatoridés se répartirent dans le monde, surtout en Eurasie et en Amérique du Sud. Ensuite, les alligators et les caïmans se sont séparés il y a 65 millions d'années, et la lignée des alligators évolua en Europe et en Amérique du Nord. Plus tard, au Néogène, il y a 33 millions d'années, le genre des alligators se divisera en deux espèces, l'alligator chinois et l'alligator américain. L'alligator américain vit dans le sud des États-Unis. Dans les zones humides du Texas à la Caroline du Nord, il mesure à peu près 3,5 à 4,5 mètres de long. Les femelles mesurent entre 2,5 et 3 mètres. Pour un poids d'une tonne, il est plus tolérant aux températures froides que ses cousins les crocodiles. Il se nourrit de poissons, reptiles, oiseaux et mammifères, et joue un rôle essentiel dans la régulation de l'écosystème, en créant des terriers qui servent de maison à de nombreuses espèces. D'ailleurs, étonnamment, certains alligators mangent des fruits, ce qui est assez étonnant pour un crocodilien. La femelle pond ses œufs dans un nid qu'elle a fabriqué avec de la végétation, de la boue, du bois, etc. La femelle protège le nid pendant la période d'incubation qui est de 65 jours. Après l'éclosion, la femelle déterre ses petits et les met à l'eau avec sa bouche. La mère s'occupera ensuite de ses petits jusqu'à leur âge adulte. L'alligator chinois, lui, comparé à son cousin américain, mesure juste 1,5 à 2,1 mètres de long et ne pèse que 36 à 45 kg. Il vit dans les plans d'eau des provinces de l'Est de la Chine, là où il se nourrit de crustacés, poissons, insectes, amphibiens et toutes sortes de mammifères. Pendant l'hiver, il hiverne dans un terrier et quand l'été vient, il devient nocturne, ce qui lui permet d'éviter les humains en plein jour. Les œufs sont pondus pendant la nuit et la taille de la couvée varie entre 20 et 40 œufs qu'il enterre dans un trou qu'il recouvre de végétation en décomposition. Ensuite, les œufs incuberont pendant 70 jours. Le sexe du bébé sera déterminé par la température à laquelle son œuf incubera. Les nouveau-nés sont extraordinairement petits pour des crocodiliens, ne mesurant qu'une vingtaine de centimètres à leur naissance. Les petits seront sous la protection de leur mère pendant leur première année, puis seront laissés à eux-mêmes, et atteindront l'âge adulte 4 à 5 ans plus tard. Ils pourront vivre une assez longue vie d'à peu près 50 à 70 ans. Et malheureusement, cet animal est en danger critique d'extinction à cause de la chasse dont il a été victime. De l'autre côté de la lignée, les caïmans, après leur séparation avec la lignée des alligators, évoluèrent dans le continent sud-américain. Les premiers de la lignée sont les éocaïmans, il y a 66 millions d'années. Ensuite, il donnera naissance au genre des caïmans il y a 16 millions d'années. L'espèce phare de ce groupe est le caïman à museau large. Le caïman à museau large est un animal qui vit dans les marais, marécages, mangroves de l'Amérique du Sud, notamment le Brésil, l'Argentine, le Paraguay et la Bolivie. Les individus de cette espèce mesurent entre 2 et 2,5 mètres de long, même si certains spécimens peuvent atteindre jusqu'à 3,5 mètres de long. Il se nourrit d'invertébrés comme des insectes, des mollusques, des tortues, des crustacés, des oiseaux, etc. Du côté de la reproduction, la femelle pond 18 à 50 œufs dans son nid, bien que dans le nid d'une femelle, 129 œufs ont été retrouvés dans un seul nid. La température déterminera le sexe des futurs caïmans. Les œufs à 32 degrés ou plus seront des mâles, et les œufs à moins de 32 degrés seront des femelles. Après 90 jours, les œufs éclosent et plusieurs caïmans s'occuperont des petits pendant 18 mois. Et voilà, c'est la fin de la première partie de la vidéo. Maintenant, on passe à celle sur les ptérosaures. C'est parti! L'histoire des avémétatarsaliens, oh, je déteste ce nom, commence il y a 247 millions d'années avec Mambachiton, le premier avémétatarsalien connu. Il y a 250 millions d'années à Madagascar et qui mesurait environ 2,5 mètres de long. Ensuite, il donnera naissance au clade des Aphanosauridae, 4 genres d'archosaures quadrupèdes qui donneront ensuite naissance au groupe des ornithodières, le dernier ancêtre commun entre les ptérosaures et les dinosaures. Le clade des ptérosaures, les ptérosauriens, qui sont les tout premiers vertébrés volants, commence son évolution il y a 237 millions d'années avec le Scleromochus, qui a vécu au Trias supérieur, un petit reptile d'une vingtaine de centimètres qui donnera naissance aux premiers ptérosaures, les Rhynphorhynchoïdes, dont le tout premier genre trouvé est le Dimorphodon, le tout premier vertébré volant qui a vécu au Trias supérieur, et qui avait une envergure d'environ 1 mètre de long, pour un poids estimé à 10 kg. Il avait un régime alimentaire piscivore et se nourrissait aussi de petits invertébrés. Les ptérosaures continueront à se diversifier pendant le Trias jusqu'à atteindre le Jurassique où ils se diversifieront et atteindront de nouvelles formes. Par exemple, dans le sous-ordre des Rhynphorhynchoïdes, il y a 13 familles contrairement au Trias où il y en avait très peu. Ces familles sont des groupes comme les Dimorphodontidés, qui contenaient le Dimorphodon, un ptérosaure qui a vécu il y a 195 millions d'années dans le Jurassique inférieur en Angleterre.
Il était un peu plus grand que son cousin Eudimorphodon, avec une envergure d'environ 1,50 m. D'ailleurs, il apparaît dans l'excellent jeu Ark, où il est très puissant. Comme autre famille de rhamphorhynchoïdes, il y avait aussi la famille des Einuroniatidae, une famille de ptérosaures qui ressemblait beaucoup aux chauves-souris d'aujourd'hui. Représenté par leur espèce la plus connue, le Cynomacrops. C'était un petit ptérosaure caractérisé par sa petite taille et ses yeux qui sont énormes pour ceux d'un ptérosaure. Ensuite, dans les rhamphorhynchoïdes, est né un autre sous-ordre de ptérosaures, les ptérodactyloïdes, un groupe qui, à la différence des rhamphorhynchoïdes, ne possède plus de longue queue et plus de dents aussi. Ce groupe est celui qui atteindra des tailles immenses à la fin du Crétacé. L'histoire des ptérodactyloïdes commence avec Cryptodracon, un ptérodactyloïde qui avait vécu il y a 163 millions d'années dans le Jurassique supérieur. Il avait une envergure de 1,47 m de long, ce qui est assez moyen pour un ptérosaure. Ensuite, le groupe se divisera en deux. D'un côté, les Ornithocheroidea, le clade des immenses ptérosaures du Crétacé, et de l'autre, les Archéoptérodactyloïdés. J'ai envie de me suicider avec tous ces noms horribles, vraiment, c'est chaud là. Qui compte dans son rang le fameux ptérodactyle ou Pterodactylus anticus. Il y a environ 150,8 millions d'années, il a été découvert en Allemagne et avait une envergure d'environ 1 mètre de long. Cette espèce avait un crâne assez long, avec surprenamment sur sa mâchoire quelques petites dents. Cet animal était un prédateur qui se nourrissait d'invertébrés et de vertébrés de taille moyenne environ. Les Ornithocheroidés, eux, se diviseront en deux groupes, les Pteranodontidae et les Asdarchoidés. Les Asdarchoidés sont le groupe qui comprend les énormes formes de la fin du Crétacé, et les Pteranodontidae comprennent le Ptéranodon et ses cousins. Le Ptéranodon était un animal qui a vécu pendant le Crétacé supérieur il y a 85 millions d'années de cela. Il était vraiment énorme, mesurant à peu près 7 mètres d'envergure pour 25 kg. Contrairement aux autres espèces, il n'avait pas de dents. Il possédait d'ailleurs un duvet de protoplumes. Et le Ptéranodon était reconnaissable par sa longue crête sur sa tête. Il vivait dans les lacs ou les environnements côtiers où il pêchait des poissons et des animaux aquatiques avec son long bec. Il s'étendra ensuite il y a 83 millions d'années. Ses cousins les Asdarchoidés continueront à évoluer jusqu'à atteindre leur pic en taille à la fin du Crétacé avec le géant et le puissant Quetzalcoatlus, un monstre d'environ 15 mètres d'envergure. Cet énorme ptérosaure avait vécu en Amérique du Nord dans un environnement semi-aride. Il y a environ 68 millions d'années, c'est le plus grand animal volant jamais connu. Il avait un cou énorme de 3 mètres de long et un bec très grand aussi. Et pesait un poids compris entre 70 et 200 kg. Il se nourrissait de petits animaux terrestres ou même de charognes. Selon des estimations basées sur des calculs, le Quetzalcoatlus pouvait voler jusqu'à 130 km/h, ce qui était énorme. Mais l'extinction Crétacé-Paléogène stoppera l'ascension de Quetzalcoatlus, et plus généralement, cette extinction causée par la chute de la célèbre météorite dans la péninsule du Yucatan et un volcanisme intensif emportera dans la tombe tous les ptérosaures. Mais leurs cousins les plus proches, les dinosaures, eux, survécurent. Mais ça sera pour un autre épisode. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, et cliquez sur la vidéo qui va s'afficher juste là.